Bonjour à tous. En 2018, pendant plusieurs mois, un phénomène inédit, un phénomène rarissime a eu lieu en France et plus précisément sur l'île de Mayotte. Ce phénomène a commencé par des secousses sismiques assez importantes. Depuis, des experts du monde entier affluent pour comprendre ce phénomène. Alors, les Mahorais désormais le savent bien, hein, un volcan est né à Mayotte en 2018. Un volcan en activité s'est formé à 50 km des côtes à peu près de Mayotte et plus précisément de l'île de Petite-Terre. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire intitulé Volcan de Mayotte à la découverte des opportunités. Un webinaire qui est organisé par le département de Mayotte et la délégation de Mayotte à Paris. De la lave a jailli sous terre, donc je vous le disais, à quelques kilomètres de la plage et des plages de Mayotte, de cette île donc française située, je vais vous faire un petit peu de géographie quand même, située en plein océan Indien, au sud-est du continent africain, tout proche de l'île de Madagascar, entre les deux en tout cas, dans l'archipel des Comores, pour ceux qui connaissent bien. Voilà pour la partie géographie. 6 km3 de lave. Je vous fais une petite comparaison hein, pour ceux qui n'ont pas entendu parler ou qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas gardé l'information. 6 km3 de lave se sont déversés. Ça correspond à peu près à la ville de Paris recouverte par 10 mètres de profondeur de lave. C'est important. Nathalie Feuillet, qu'on a la chance d'avoir dans ce webinaire, qui est celle qui était responsable de la mission qui a découvert ce volcan, nous expliquera tout à l'heure tout ce qui s'est passé. Elle va nous raconter cette incroyable découverte à proximité des côtes. Alors je voudrais m'adresser quand même aux Mahorais qui nous regardent et merci d'être avec nous. On ne va pas se le cacher, c'est un phénomène qui inquiète. C'est un phénomène qui menace. On ne sait pas encore tout sur les conséquences de ces séismes et de ce volcan, la présence de ce volcan, sur les impacts sur la vie sur l'île. On voudrait que ça aille plus vite évidemment dans l'information. Mais ce que le département de Mayotte et la délégation de Mayotte à Paris ont souhaité traiter dans ce webinaire, ce sont les opportunités. Vous le savez, hein, le volcan est en période d'accalmie. C'est un événement rarissime qui mobilise énormément de moyens humains, qui mobilise des compétences, on va en parler, des hommes, des femmes, donc formés sur différents métiers. Le ministère de la Transition écologique est mobilisé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est mobilisé, les ministères bien sûr des Outre-mer et de l'Intérieur aussi. Ça nécessite aujourd'hui d'innover, de créer des nouvelles entreprises, d'imaginer comment vivre à proximité de ce volcan. C'est de cela dont nous allons vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Mohamed Zouber, bonjour à vous. Vous allez introduire ce webinaire. Vous êtes délégué de Mayotte à Paris. En quelques mots, vous êtes le représentant du conseil départemental de Mayotte en métropole. Merci beaucoup d'être avec nous. Présentez-nous peut-être les missions de la délégation parisienne de Mayotte. La délégation de Mayotte à Paris est un service qui a pour mission d'accompagner les Mahorais qui sont en hexagone, soit des passages, soit résidents ici. Et deuxième chose, c'est un service qui a pour mission la promotion de notre territoire, c'est-à-dire faire en sorte de donner une autre image, une belle image de ce magnifique territoire. Et ces deux missions s'articulent autour de 4 pôles essentiels. La représentation institutionnelle, naturellement, puisque on doit faire du lobbying auprès des institutions ici en France hexagonale. La culture, le sport, parce qu'on doit valoriser notre identité culturelle et nos talents. La proximité, les solidarités et l'accès aux droits. Il y a nos compatriotes qui sont ici aussi, soit en Evassan, soit qui sont en situation sociale délicate. Donc la délégation aussi a pour mission de les accompagner. Enfin, l'attractivité territoriale. Et cette opération, qui est ce webinaire aujourd'hui, participe pleinement à cette dernier point qui est parler de Mayotte autrement, valoriser notre territoire.
Pourquoi ce premier webinaire? Parce que c'est une série que vous avez décidé de créer. On va se retrouver régulièrement pendant tout le long de l'année et ça me fait plaisir. Vous avez décidé que ce premier webinaire serait sur le volcan, ce volcan qui inquiète, sur l'île, qui inquiète les Mahorais, bien sûr, pour parler des opportunités. Pourquoi? Alors déjà, sur la méthode, la forme, nous avons choisi de communiquer à travers des webinaires ou à travers le numérique, tout simplement parce que vous savez tous, la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser des réunions en présentiel. Là, on parle ici de la 4e vague qui est très contagieux. Et deuxième chose, ce mode aussi, c'est extrêmement développé depuis un an, cette forme de communication et d'échange. Et deuxième chose, parler du volcan, c'est aussi pour nous l'opportunité de parler de ce phénomène autrement, c'est-à-dire de regarder notre perspective. Parce que jusqu'à maintenant, on nous parlait du volcan, on parlait aux Mahorais du volcan sur ce phénomène à travers des interventions des scientifiques, on parlait de géophysique, on parlait de volcanologie, c'est bien, c'est extrêmement intéressant, mais on oublie qu'il y a d'autres aspects, parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de professionnels qui travaillent, et donc on voulait, à travers ce webinaire, parler de ce volcan, quel métier, quelle opportunité pour le territoire, quel projet pour les Mahorais, et surtout, quel type de formation on peut offrir à nos jeunes pour demain, pour travailler sur ce volcan, rendre ce volcan, faire en sorte que ce volcan devienne une opportunité, parler positivement, enfin, que de parler des séismes ou des choses, l'enfoncement du territoire ou des choses assez négatives, alors qu'on peut parler d'une chance immense pour notre île. Merci beaucoup pour ce propos d'introduction, Mohamed Zouber. J'espère qu'on pourra vous entendre à nouveau en conclusion tout à l'heure. Mais je sais, et c'est d'ailleurs l'avantage de pouvoir faire ce type de webinaire aujourd'hui, je sais que vous êtes entre deux terres, j'ai envie de dire, puisque vous êtes à l'aéroport actuellement. Je ne veux pas dénoncer, mais c'est à peu près ça. Peut-être à tout à l'heure. Je voudrais vous présenter nos intervenants pendant ce webinaire. D'abord, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, Nathalie Feuillet est avec nous. Elle est responsable de l'équipe Géosciences marines à l'IPG, l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP. Merci beaucoup d'être avec nous, Nathalie Feuillet. C'est vous qui avez découvert le volcan. On peut dire ça à peu près comme ça. Oui, alors bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, c'est nous qui avons découvert le volcan, mais c'est un projet. En fait, cette découverte, c'est un projet qui a longuement mûri en équipe avec plusieurs personnes. On va en parler, bien sûr, avec vous. Je vous donne la parole dans un instant, Nathalie. Éric Hummler est avec nous également. Éric Hummler est directeur scientifique du REVOSIMA. Bonjour, Éric Hummler. Le REVOSIMA, c'est le réseau de surveillance volcanique et sismologique de Mayotte. Donc, c'est ce réseau qui a été mis en place sur l'île avec plein d'experts qui permettent de surveiller, évidemment, tout ce qui se passe au jour le jour et peut-être même minute après minute. Vous correspondez beaucoup avec les ministères également, donc c'est intéressant de pouvoir vous avoir avec nous, et vous êtes à Nantes puisque vous êtes professeur des universités à Nantes. Merci de votre présence. Gilles Albou est également avec nous pour ce webinaire. Gilles Albou est le recteur de Mayotte. Bonjour monsieur le recteur, merci également d'avoir pu répondre présent pour ce rendez-vous. On va évidemment évoquer avec vous le lien qu'il y a aujourd'hui entre ce volcan et tout ce discours scientifique qu'on a sur l'île de Mayotte et les Mahorais, les jeunes Mahorais au collège, au lycée et à l'école. Merci beaucoup d'être présent. À mes côtés, sur le plateau, ici, on est installé nous dans un studio lyonnais en métropole. Saïd Hachim, merci beaucoup d'être avec nous, Saïd. Je vous laisse prendre le micro. Voilà, vous êtes. Bonjour. Vous représentez le conseil départemental. Je représente le conseil départemental ici. De Mayotte. Voilà. Et vous êtes administrateur du
du SIG. Alors pour ceux qui ne savent pas, le SIG, c'est le système d'information géographique. On va en parler. C'est vous qui vous connaissez par cœur finalement l'île, mais la terre de Mayotte. On en parlera bien sûr. Je voudrais juste vous dire, vous qui nous écoutez, qui nous regardez en ce moment, vous pouvez bien sûr laisser vos questions sur le chat. Je suis là pour faire votre intermédiaire. On pourra les poser directement aux intervenants. Et puis il y a également sur Twitter le hashtag WeMayotte que vous voyez là sur le plan large. N'hésitez pas à mettre un petit message bien sûr sur Twitter. On va démarrer cette première partie avec vous, Nathalie Feuillet. On va faire la synthèse de la situation un petit peu. Qu'est-ce qui se passe depuis 2018? On va faire connaissance avec ce volcan. Qu'en métropole, certains ne connaissent pas, hein, vous le savez. On va faire connaissance avec ce volcan et avec le travail qui a été fait par les scientifiques. Et puis après, on abordera bien sûr très rapidement les opportunités pour les Mahorais. Déjà, c'était une surprise pour les chercheurs en 2018 qu'un volcan apparaisse à proximité de petites terres. Alors, en 2018, quand finalement les séismes ont commencé à secouer l'île de Mayotte, on s'est posé beaucoup de questions sur l'origine de ces séismes. Ouais. Donc, la surprise, ça a été en 2019, effectivement, quand on a découvert le volcan. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, je crois que c'est le BRGM, hein, le BRGM qui vous a alerté finalement, vous qui représentez l'IPGP, je ne vais pas me tromper, qui vous a alerté sur un phénomène qui était difficilement explicable, en tout cas sur place. Oui, c'est ça, en fait, quand on a eu les premiers séismes, ça a commencé le 10 mai 2018, nos collègues du BRGM maintenaient une station accélérométrique sur l'île de Mayotte et ont pu enregistrer l'ensemble de ces séismes. Et ce qui était très particulier, c'est qu'il y avait énormément de séismes et de magnitude assez élevée, ce qui était totalement inhabituel pour la région en réalité. Donc vraiment, on s'est posé des questions et ils nous ont contactés effectivement pour qu'on commence à réfléchir à tout ça et à comprendre ce qui se passait à Mayotte, qui était considéré plutôt comme assez stable au niveau de la sismologique et puis au niveau de l'activité volcanique, on va dire. En tout cas, avec pas de choses importantes au cours de l'histoire, on va dire. Vous étiez installé à Paris. Je suppose que quand on est chercheur, on ne s'attend pas à vivre professionnellement une aventure professionnelle comme celle-là. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, parce qu'il a fallu créer une mission, dépêcher des chercheurs sur place assez vite finalement. Oui, voilà. Alors nous, on a fait ce qu'on savait faire, hein, c'est-à-dire que moi, je travaille déjà dans les observatoires aux Antilles. Donc je connais très bien ces affaires-là. J'ai même passé 4 ans là-bas. Donc pour surveiller la montagne pelée. Donc, on a un petit peu fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire voilà, essayer de proposer des projets pour mettre plus d'instruments à terre. Et surtout, comme les séismes étaient enregistrés en mer, en fait, à l'est de Mayotte, il fallait déployer aussi des stations sismologiques fonte-mer. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'on a travaillé. Et la chose aussi qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est aller voir avec un navire océanographique ce qui se passe au fond, parce que c'était quand même à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Hein, donc, il faut y aller avec des navires quand même assez gros et qui sont les navires océanographiques de la flotte française. Ouais. On a découvert que l'île s'affaissait en juillet, je crois, 2018. Ça a été un moment phare dans la mise en route finalement de ces campagnes scientifiques. Alors, disons qu'il y a eu énormément de séismes en mai et en juin. Et puis, ça s'est un petit peu calmé fin juin, on va dire, début juillet. Et puis, à partir de mi-juillet, nos collègues surveillaient hein, ces données de géodésie depuis La Réunion. Notre collègue Aline Pelletier surveillait ça, mais au mois il n'y avait pas de déformation au mois de juin. Il n'y avait pas de déformation visible sur les GPS. Et ça a commencé à apparaître, ce phénomène, au mois de juillet, mi-juillet. L'île a commencé à s'enfoncer et à se déplacer vers l'est à des vitesses très très importantes. C'est des vitesses rarement documentées. Et du coup, c'est vrai, ça nous a alertés, en plus de ces séismes,
ça nous a alertés effectivement parce que c'était des phénomènes quand même assez exceptionnels. Alors racontez-nous un peu comment se passent ces missions. Il y a eu la première mission, c'était sur le Marion Dufresne, qui est un... Voilà. Allez-y, racontez-nous, vous saurez mieux le dire que moi. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir un créneau, on va dire, sur le Marion Dufresne, parce que c'est un navire qui fait les rotations dans les terres australes et antarctiques françaises, donc c'est très difficile. Il n'est pas là une grande partie de l'année, donc c'est très difficile d'avoir accès à ce navire. Et nous avons eu la chance de pouvoir embarquer sur le Marion Dufresne en mai pour aller voir ce qui se passait au large de Mayotte, dans la zone des séismes. Ouais. Et à ce moment-là, alors nous déjà, nous c'est qui? Parce que le Marion Dufresne, c'est 70 personnes à peu près à bord, je crois. Nous, c'est qui? Oui, sur des gros navires comme ça, on va jusqu'à plus de 70 personnes. Ouais. Le Marion Dufresne, le Pourquoi pas, par exemple, c'est 70 personnes. Le Marion Dufresne, c'est même un peu plus. C'est plus que ça. Mais c'est pas que les scientifiques. Hein. Il y a tout l'équipage, il y a les électroniciens, il y a voilà, les personnels, les sédentaires de G-Navires qui font le travail, etc. Donc, oui, ce sont des gros navires. Alors, du coup, je me souviens plus vraiment de votre question. Alors, la question, c'était, qu'est-ce que je voulais vous poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous imaginiez à ce moment-là? On décide de lancer une campagne en mer avec le Marion Dufresne. On arrive à trouver un créneau parce qu'il est plutôt dans les terres australes le reste du temps. Il n'y avait que des séismes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on imaginait? Est-ce qu'on savait qu'il y avait un volcan? Alors, il y avait des séismes. Il y avait la déformation. Il y avait une déformation enregistrée par le GPS assez importante. Et il y avait aussi des signaux très, très spéciaux qui avaient été enregistrés en novembre 2018, des sortes de trémors, des signaux sismiques très longue durée et qui étaient très spéciaux aussi. Et tout ça, l'ensemble de ces phénomènes faisait penser à de l'activité volcanique. C'est vrai qu'au départ, quand on n'a que les séismes, il y a des systèmes de failles qui se comportent un peu comme ça, qui créent des essaims de séismes. Donc c'est toujours difficile d'affirmer dès le départ qu'on est face à une activité volcanique. Mais c'est vrai que quand l'île a commencé à s'enfoncer et que nos collègues de l'ENS, M. Perbriol a fait des modèles, on a compris qu'on avait probablement affaire au vidage d'un réservoir magmatique profond. En plus, avec ce signal en novembre, on était à peu près sûr qu'on avait affaire à un phénomène volcanique important. Comment vous l'avez vécu, vous, Nathalie Feuillet, cette découverte d'un volcan? Alors, quand on est allé sur le Marion Dufresne, notre objectif, on avait plusieurs objectifs. On devait récupérer des stations sismologiques sous-marines qu'on avait déployées en février dans le cadre d'une partie du projet qu'on avait mené. Et puis, on devait chercher des traces d'activité volcanique sur le fond océanique. Ouais. Et donc, on avait tous les outils pour ça à bord du Marion Dufresne. Ouais. Donc, on avait... on va voir d'ailleurs des images. On va regarder les images. Oui, on avait mis en œuvre différents types d'outils avec pendant plusieurs mois, un phénomène inédit et inexpliqué frappe l'île de Mayotte sous la forme de nombreuses secousses sismiques. À la grande surprise des scientifiques envoyés sur place, ces séismes annoncent la naissance d'un volcan sous-marin situé à 50 km à l'est des côtes de l'île par plus de 3000 mètres de fond. Depuis 2 ans, sous l'égide de plusieurs instituts de recherche français partenaires, une vingtaine de missions de surveillance se sont ainsi succédées auprès du 4e volcan actif de France. Ça fait beaucoup de monde mobilisé pour ce type de recherche. C'est exceptionnel pour vous. Je voulais vous poser la question à vous, Nathalie Feuillet, en tant que chercheur. On découvre peut-être la naissance d'un volcan. Humainement, c'est particulier à vivre quand même. Ah oui, c'était très, très, très intense à bord parce que bon, on cherchait des choses. Hein, c'est vrai qu'on s'attendait à trouver des choses. On pensait que le magma, étant donné l'intensité des séismes, serait peut-être sorti à la surface, mais on ne s'attendait vraiment pas à trouver quelque chose d'aussi important. En termes d'activité dans la colonne d'eau, on a un panache qui a circulé déjà sur Internet. Et puis ce volume, alors on a eu la chance avant d'embarquer de pouvoir avoir accès à des données anciennes qui avaient été acquises en 2014 par le CHOM.
Et donc, la comparaison entre ces données et les nouvelles données MyOps 19 de la campagne, pardon, MyOps 1, je dis 19 parce qu'on en était à la dernière en 19. Ah, on est déjà à la campagne 19 cette campagne, non, c'était la première campagne, excusez-moi, j'ai un peu. Et donc, on a fait le différentiel bathymétrique, on a comparé les deux bathymétries avant et après, et on a découvert cet édifice qui était énorme. Ouais. Donc, il faut savoir que c'est la plus grosse éruption sous-marine jamais documentée. Alors, on va en reparler juste de l'éruption en elle-même dans un instant. On verra des images d'ailleurs de la lave, ce qui a été filmé sous l'eau. On a la dernière mission qui était ce printemps a permis de récolter des images. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais avant ça, je voudrais me tourner vers vous, Saïd Hachim, puisque on vient Nathalie Feuillet vient de nous en parler, de cette cartographie finalement qui avait été faite par le département en 2014, je crois, qui a finalement sauvé les chercheurs, qui leur a permis de faire des comparaisons. Expliquez-nous un petit peu quel est votre travail déjà au SIG. Moi, je suis au conseil départemental, je suis administrateur système d'information géographique. Ça veut dire que je suis en charge de collecter toute l'information géographique du territoire et de le mettre dans un système pour que cette information-là soit exploitable par les personnes qui en ont besoin. Donc ça va du foncier jusqu'au sol, au sous-sol, voire même les informations qui peuvent être dans l'air. Donc notre travail, c'est de collecter cette information-là. Mais en ce qui concerne le projet, le volcan, c'est parti d'une petite aventure, quelque part, je peux l'appeler comme ça, parce que j'ai fait mon stage au BRGM. Je salue au passage Jean-Christophe Audru au BRGM, qui m'a beaucoup soutenu, mon directeur de stage d'alors au BRGM. Le Marion Dufresne arrivait pour la première fois à Mayotte, le Marion Dufresne 2, c'est le même, en 2004. Donc, il a fait ce qu'on appelle la bathymétrie multifaisceau, c'est la cartographie extérieure du lagon de Mayotte. Et donc, suite à ce travail qui a fait l'objet d'un article intéressant en 2006, on a eu l'idée. Le contact a été fait avec le CHOM. Le CHOM, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine. Donc, on a eu l'idée, une prise de contact a été faite avec le commandant Kergueler du CHOM, que je salue ici, pour faire ce travail. Une première à Mayotte, mais aussi une première au niveau national. Donc Mayotte a été le premier à avoir bénéficié de ce référentiel, on appelle un référentiel terre-mer. Parce qu'avant, il y avait une cartographie sur Terre qui était historiquement faite par le CHOM, l'IGN, l'Institut géographique national, faisait la partie terrestre, et la partie maritime, c'était le CHOM, la marine, qui faisait leur carte. Mais on n'avait pas un référentiel continu terre-mer. Donc c'était difficile. Qui permettait de voir vraiment l'île et d'harmoniser tout ça. Voilà. Donc vous avez fait ça. L'idée est venue, et puis on a tenté l'expérience, en fait, l'expérience et le projet. Le projet a été accepté, et Mayotte a été le premier territoire outre-mer à avoir bénéficié de ce projet expérimental. Et donc, j'ai fait partie de ce projet-là, et moi-même, j'ai embarqué dans mon premier, dans le Beau-Temps-Beaupré, qui a fait ce travail-là. C'est un bateau, c'est un BHO, c'est un bâtiment hydrographique et océanographique où on a participé à ce travail. Donc en fait, on va aller voir peut-être les cartographies, comme ça permettra on va vous les montrer. Voilà. Quand on parle aujourd'hui d'opportunité, c'est cette opportunité-là que s'est offert le département de Mayotte, qui sert aujourd'hui, parce que cette cartographie nous permet aujourd'hui de faire l'extension de l'aéroport. Ah oui. Oui, parce qu'on a une donnée, c'est comme si, en fait, la bathymétrie, c'est comme si vous voulez construire votre maison et l'architecte vous demandait un plan topographique. Donc, des informations là où il veut poser sa maison. Et donc, nous, on a un plan topographique sur tout Mayotte, aussi bien sur terre et sur mer. Très bien. Et donc, on a vu une première cartographie 3D, qui est donc, c'est donc l'île, on est d'accord. Et puis après, on a continué, on le fait toujours, repérer ces deux points blancs qui sont, à gauche. Ça veut dire que plus le temps passe, plus on couvre cet espace en information. Ça veut dire toutes les parties colorées, aujourd'hui, c'est une information qui peut nous permettre de poser quelque chose. Vous voulez dire coloré bleu, le vert c'est l'île. C'est la partie immergée. C'est la partie en fait qui reste de l'île, mais la partie bleue en fait c'est la partie qui est sous l'eau.
Et donc la partie sous l'eau, on a des informations. Donc on peut voir là-bas ce qu'on a comme type de relief. Donc on a des rivières, on a des volcans, on a des glissements de terrain. D'ailleurs, le projet de départ, c'était de pouvoir identifier les glissements de terrain qui pouvaient menacer Mayotte. Ouais. Le premier projet en 2004, que nous avons eu la cartographie en 2006, c'était d'identifier les reliefs et notamment les menaces. Oui. Donc là, aujourd'hui, avec au conseil départemental, on enrichit de plus en plus les données. Et là, il y a des métiers, il y a des vraies opportunités métiers sur les données notamment. Et d'ailleurs, une petite anecdote, il y a un bateau un bateau coréen qui est venu installer un câble haut débit à Mayotte, le câble Avassa, qui nous a ramené le haut débit. Et donc, on a touché ce câblier, les installateurs, en nous disant offrez-nous nos données, on va les inclure dans notre système d'information. Très bien. Donc, chaque fois qu'un opérateur ou un partenaire passe, s'il accepte, on a fait la même demande avec Orange qui est venu installer, parce qu'on a le câble Lyon 1, en fait c'est le câble haut débit qui est arrivé à Mayotte, puis après on a Lyon 2 qui est arrivé, donc on a fait la demande à Orange pour qu'il nous donne cette information-là, pour toujours enrichir notre base de données d'information. Il se trouve aujourd'hui que Mayotte est l'un des territoires les mieux cartographiés de France, et ça nous sert énormément. Et vous l'avez compris, hein, si on en parle, c'est parce que derrière tout ça, il y a des personnes qui analysent les données, qui les récoltent bien sûr, qui les analysent. Peut-être qu'on en parlera plus en détail, mais il faut bien le comprendre, en tout cas le fonctionnement. C'est le but d'ailleurs de ce webinaire. Je voudrais revenir avec vous, Nathalie Feuillet, parce qu'on n'a pas... je pense que c'est important qu'on parle de cette dernière mission qui a eu lieu là au printemps 2021. Cette mission Géoflamme. Alors ça a tout changé pour les chercheurs. Ça a été difficile, long à mettre en place, mais c'est quoi? C'est un nouveau navire, c'est du matériel plus perfectionné pour aller vraiment chercher des informations précises? Alors, pour cette campagne Géoflamme, on a eu la chance de pouvoir avoir dans la zone le navire Pourquoi pas, et qui est finalement le seul... disons que le Marion Dufresne ne peut pas déployer le ROV. Et là, le Pourquoi pas peut déployer le robot ROV Victor 6000. Alors, on va voir des images du ROV. On les a aussi, comme ça on pourra les commenter. Ça, c'est le Pourquoi pas? Alors, je ne vois pas les images, moi, personnellement. Mais... Bon, alors, je vais les commenter. Alors là, on voit le ROV, en effet. C'est ce submersible Victor. Voilà, c'est un sous-marin qui permet d'aller explorer les fonds jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Voilà, il est bardé de caméras, il a aussi des projecteurs très puissants qui nous permettent de voir le fond. Je disais tout à l'heure que le volcan, je parlais de 6 km3 de lave. Il est grand comment ce volcan sous l'eau? Alors, donc, le volcan fait à peu près 820 mètres de hauteur et il y a à peu près 5 km de diamètre. C'est un peu, moi je fais toujours cette analogie, c'est un peu comme si on recouvrait, parce que bon, j'habite à Paris, c'est comme si on recouvrait la moitié de la ville de Paris de 3 fois presque la hauteur de la Tour Eiffel. Donc c'est vraiment énorme. Ouais. Donc quand on... Ouais. Et si on prend un référentiel à Mayotte, il est plus haut que le plus haut mont de Mayotte. Ça veut dire plus haut que le Benara, plus haut que le Chungi. Voilà, c'est le plus haut relief de Mayotte. Relief de Mayotte, oui. Donc en fait... Quelles sont les questions, Nathalie Feuillet, que les chercheurs se posent aujourd'hui? Alors bon, vaste question, cette question. Parce que vous avez donc pu récolter des images grâce à ce robot, des images de la lave, du sous-sol finalement. Et c'est à ce moment-là, en juin, où vous avez découvert qu'il y avait eu une éruption? Alors non. En fait, l'éruption, on l'a documentée en mai 2019 grâce aux données bathymétriques. C'est un sondeur qui est sur la coque du navire et qui permet de mesurer la topographie du fond. Et donc, en faisant la différence entre d'anciennes données et puis ces données-là, on a vu qu'il y avait un volcan. Et on savait que l'éruption était en cours parce qu'on a vu un panache dans la colonne d'eau. On a vu une anomalie acoustique dans la colonne d'eau
qui était peut-être un mélange de particules, de bulles, etc., qui montaient jusqu'à la surface. Et donc c'était une preuve que l'éruption était en cours. Ouais. Alors, ensuite, ce qu'on a fait aussi pendant les autres campagnes, c'est le ROV nous a permis de voir les coulées de lave, mais on avait des images avant avec une caméra qui s'appelle le Scampi, qui est plus petite et qui est tractée à l'arrière du Marion Dufresne par un câble. Mais c'est une petite caméra qui permet de voir très près du fond, à 1 mètre, et donc qui ne donne pas autant d'images, autant de recul que ce que peut donner les images du ROV. D'accord. Okay. Le ROV, surtout, ça permet aussi d'échantillonner des fluides, des coulées de lave. Comment fait-on pour que cet événement ne reste pas entre les mains des scientifiques? Parce que c'est souvent un peu ce qu'on leur reproche aux scientifiques, hein, de manquer de transparence, pour que la population puisse aussi s'approprier, et pas seulement pour imaginer des scénarios catastrophes. Et je sais que les Mahorais savent de quoi je parle. Je voudrais me tourner vers vous, Eric Hummler. On reproche souvent aux scientifiques, hein, ce manque de transparence. Qu'est-ce qui est fait? Comment on sensibilise la population aujourd'hui? Je crois que c'est une des missions du réseau de surveillance, du REVOSIMA. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a 2 choses dans votre question. Il y a une première chose extrêmement importante, c'est que les scientifiques commencent à parler lorsqu'ils ont des preuves. C'est quelque chose d'extrêmement important, et les preuves, parfois, il faut du temps. La preuve, si je puis dire, le volcan, il a été quand même découvert, presque touché, quelques mois après qu'il soit né. Donc il faut attendre ce temps pour que les scientifiques disent avec des preuves en main. Ça, c'est important. Le deuxième point que soulève votre question, très intéressante évidemment, je pense que c'est plutôt comment parler, comment un scientifique doit s'exprimer, s'expliquer avec des termes qui sont compréhensibles de tout le monde. Et là, c'est un travail, on a appris en marchant aussi. Au départ, évidemment, nous étions très techniques, évidemment, puisqu'on était sur un point chaud. Et là, je fais une analogie peut-être géologique avec ce qui se passe là-bas. Mais bon, voilà, il faut du temps pour adapter le discours du scientifique et se mettre au bon niveau. Et je pense qu'on a fait la semaine du volcan, il y a à peu près un an, je ne sais plus exactement les dates, je crois que Saïd, tu me reprendras si je me trompe. Ça a été, je crois, un premier événement extrêmement important. Monsieur le recteur était là également, où on a tous ensemble fait cet effort de discuter et d'essayer d'expliquer simplement les choses. Ça, c'est important. Et si on réussit ces deux piliers dont je viens de parler, les choses se passeront de mieux en mieux. Mais on avance, on marche, on apprend en marchant, si je puis dire. Saïd Hachim, oui, c'est ça. Il faut essayer d'aller apporter l'information à la population, ne serait-ce que pour que les jeunes puissent aussi s'emparer de cette information, puissent aussi trouver des formations, puissent aussi être mobilisés. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la population de Mayotte a été traumatisée. Parce que, comme l'a dit ici Nathalie, c'est que c'était un phénomène qui est assez intense, aussi bien dans la durée aussi. Donc, il faut d'abord commencer, moi j'utilise cette formule-là, il faut expliquer à la population à la juste réalité des choses, rien occulter, voilà. Et observer les choses et leur expliquer à la juste réalité. Parce que parfois, il y a des propos qui sont exagérés, qui viennent de la population, parce que manque d'informations. Je parlais des scénarios catastrophes tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on s'imagine aussi un peu tout. Petite Terre va disparaître, les gens disent Petite Terre va disparaître, l'île de Mayotte va disparaître, ça va trop vite. Quand on dit c'est un enfoncement majeur de l'île, c'était rapide, c'est un gros volcan pour certaines personnes. En fait, un gros volcan, c'est l'île de Mayotte qui va disparaître. Donc, il faut donner l'information à leur juste réalité. Bon, ça a été la période de 2018, 2019 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique.
aujourd'hui, il faut aussi parler aux Mahorais de ce volcan comme des opportunités qui s'ouvrent à eux? Des opportunités, à la juste réalité, il y a aussi l'émerveillement. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir en France un volcan sous-marin, le dernier volcan qui est né sur Terre. Ouais. Vous êtes encore émerveillé. Ah oui, moi je suis émerveillé. Par le phénomène. Oui, je me souviens encore, ce 13 juillet le soir, quand j'étais dans le Marion Dufresne, et quand on s'approche de ce volcan-là, j'avais les larmes aux yeux parce que observer un volcan qui naît sur le territoire de Mayotte, Mayotte est une vieille île de 9 millions d'années qui a ce beau lagon qui est en train justement, d'ailleurs ça va devenir un atoll, ça va disparaître, et juste à côté un bébé commencer à naître, c'est quelque chose de merveilleux. Et voir aujourd'hui la communauté scientifique, ce réseau qui est en train de se constituer, où on est dans la recherche, où on ne sait pas ce qu'on va découvrir, où chaque jour on se dit mais que va-t-il se passer? Et donc on est dans la perpétuelle interrogation, et c'est ce qui fait aujourd'hui, à mon sens en fait, l'intérêt de la science. Et que Mayotte va aujourd'hui, dans ce qui se passe, pleinement bénéficier, on va revenir là-dessus, des enjeux à la fois scientifiques et économiques qui s'offrent à l'exploration de ce genre de système. Madame Feuillet va mieux en parler que moi, et Hummler, ils vont le reprendre, mais on a testé des choses à Mayotte, notamment des outils d'observation. Aujourd'hui, ces outils sont en train de se normaliser. Et les projets qui sont en cours, c'est des projets innovants. Donc je préfère qu'eux, ils en parlent, mais on est tous dans cette aventure. Ouais, c'est le cas, Eric Hummler, peut-être je me tourne vers vous. C'est un événement pour la recherche française. Oui, et je crois que il ne faut pas oublier aussi, je crois, que Mayotte et son volcan, ça a permis une chose absolument unique, c'est de fédérer des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs provenant de différents instituts de recherche. Ça, c'est extrêmement important. Le CNRS, le BRGM, l'IPG, le CHOM, on en a parlé, le CNES, l'ENS, 7 universités. C'est un bouquet, en quelque sorte, de compétences. Et ces gens sont d'habitude en compétition sur des appels d'offres, véritablement, et des compétitions qui sont parfois très dures. Et cet événement, la naissance de ce volcan au large de Mayotte, a provoqué en fait un consortium, et l'ensemble des acteurs qu'on a cités travaillent ensemble. Et ça, c'est remarquable, et il ne faut surtout pas l'oublier. Parce qu'on n'a pas les outils à disposition en France sur des processus de ce type-là. C'est-à-dire que si on veut faire de la surveillance, on ne sait pas à qui s'adresser. Et là, l'ensemble des scientifiques se sont organisés. Ça, c'est vraiment extrêmement important à garder en tête. Alors, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Eric Hummler? Allez-y. Deux chiffres. C'est quand même 300, alors on appelle ça des ETP, ça fait bizarre, ETP. Ce sont des équivalents temps plein, c'est-à-dire 300 chercheurs, techniciens et ingénieurs qui ne travaillent pas à 100% de leur temps sur Mayotte. Parfois c'est 5%, 10%, parfois 100%. Ça représente 300 personnes. Et un autre chiffre, et j'aurais fini avec ces chiffres-là, mais sur 3 ans, c'est 17 millions d'euros qu'on a obtenus grâce à l'État, à travers ces différents ministères, en comptant les salaires évidemment de ces chercheurs et de ces techniciens et ingénieurs. Donc on est bien devant un objet qui est unique, qui a été porté évidemment par les scientifiques, mais aussi porté par les politiques, pour qu'on puisse travailler sereinement et sérieusement ensemble. Alors, ces experts dont vous venez de nous parler, Eric Hummler, ce sont des experts qui viennent pour beaucoup de métropoles. Comment, on parle d'opportunités dans ce webinaire. Pour vous, les opportunités, elles existent aussi pour les Mahorais? Oui, alors, évidemment, nous sommes toujours le nez dans le guidon en ce qui nous concerne. Il faut toujours savoir qu'il y a une zone à 10 km à l'est de Mayotte avec des panaches de fluides qui sortent,
visiblement, on en compte de plus en plus avec le temps. Donc, cette zone-là nous intéresse particulièrement au niveau de la surveillance, hein, bien que, comme on l'a dit, le nombre de séismes a tendance à décroître et leur intensité est beaucoup plus faible. Donc, on est dans une période où on souffle, voilà, et donc on est content. Et cependant, il faut maintenant effectivement penser à d'autres sujets tels que ceux que vous invoquez. C'est de savoir comment on va rebondir et de façon positive. Monsieur Zuber en parlait tout à l'heure en introduction. Comment on peut aller de l'avant et comment on peut construire avec les Mahorais quelque chose qui dure, qui soit pérenne. Alors, il y a immédiatement quelques idées qui peuvent nous venir assez rapidement en tête, mais c'est toujours un peu vu à travers la lorgnette du scientifique. On a parlé à un moment, et ça serait peut-être intéressant d'aller plus loin, par exemple, ce qu'on appelle chez nous des chaires universitaires, c'est-à-dire, on pourrait imaginer des chercheurs de métropole qui viennent passer du temps au CUFR, et puis qu'on ait... Le CUFR, juste que je signale le CUFR, le centre universitaire de Mayotte. Absolument, de Mayotte, et puis qu'on ait l'inverse, qu'on puisse avoir des stagiaires mahorais qui viennent dans nos laboratoires pour tresser des liens et apprendre des métiers qui puissent après se développer. Voilà une idée un peu toute chaude, servie un peu brutalement comme ça, mais ça c'est une chose sur laquelle on peut avancer assez rapidement parce qu'on a les compétences, on a les laboratoires, on a les scientifiques. C'est quelque chose de tout à fait réaliste et réalisable. D'une façon plus générale, je pense qu'évidemment les métiers de l'environnement sens large sont là, on l'a dit. Mayotte, c'est quand même un endroit absolument unique au monde avec un environnement absolument incroyable. Le volcan, ça fait partie d'un environnement. C'est surprenant, mais voilà, c'est un objet naturel qui se met en place. Et il faut l'accepter comme n'importe quel autre événement, je dirais, naturel. Donc il faut qu'on progresse là-dessus et qu'on réussisse effectivement à avancer vers une dynamique qui soit croisée et qui n'aille pas dans un sens unique. Oui, bien sûr. D'autant que, alors vous nous donniez le chiffre du budget qui a été alloué à la recherche sur ce volcan de Mayotte. C'est un budget énorme dans le budget de la recherche. Ce budget, les Mahorais devraient pouvoir en profiter. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il faut former aussi probablement des chercheurs, mais là on se dit que le volcan, a priori, il est là pour un petit moment. Il semblerait. C'est peut-être le moment d'enclencher des formations, d'enclencher des compétences, d'aller chercher des compétences pour offrir des postes aussi aux Mahorais. Vous y croyez, vous, Eric Hummler? Alors, c'est une opportunité, effectivement, vous avez raison, il faut en profiter. Alors, je reviens sur les budgets. Les budgets servent aux Mahorais. Les 17 millions dont on a parlé, c'est pour faire de la surveillance, c'est pour pouvoir répondre à la sécurité de la population mahoraise. Il ne faut pas voir ça comme étant un budget que les scientifiques se partagent. Se partagent et que c'est pour eux et pas pour les autres. Pas du tout. C'est vraiment un exercice très différent de tout ce qu'on peut connaître. Et depuis le départ, je peux vous assurer que ça se passe comme ça. J'ai même, pour tout vous dire, je me rappelle presque d'une confession d'une des chercheuses de l'Ifremer qui nous disait, avec cet événement, avec le volcan, avec Mayotte, enfin je sais à quoi je sers. Et je pense que quand elle a dit ça, elle est tout à fait sincère, elle reflète véritablement cette remarque, ce que pense la majorité des scientifiques. Nathalie Feuillet, quelles sont les opportunités métiers? Parce que vous qui vivez, enfin vous ne vivez pas non plus complètement sur les navires, mais vous qui vivez avec ces équipes en tout cas, quelles sont les opportunités métiers qui s'ouvrent aux Mahorais sur les navires, peut-être même au-delà des navires? Il y a des gens qui travaillent, qui cherchent, il y a des gens qui organisent, il y a des gens qui calculent, qui analysent. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette vie finalement autour de la recherche et ces métiers? Bon, c'est vrai que là, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans le domaine de l'océanographie. Saïd Hakim a parlé de cartographie, etc. Là, on est dans le domaine très profond avec des navires. Et sur ces navires, j'ai parlé de 70 personnes, il y a énormément d'opportunités. On travaille avec énormément de personnes de tout métier, de toute formation. Et là, voilà, il y a aussi des opportunités de ce côté, au niveau de l'océanographie, voilà, tout ce qui est la marine marchande, voilà.
Et est-ce qu'on retrouve tous les niveaux de compétences finalement sur un navire comme celui-là, ou est-ce qu'il faut être ingénieur aujourd'hui pour pouvoir travailler dans cet univers de la recherche et de la surveillance autour du volcan? Alors non, il y a vraiment, ce que je disais, il y a vraiment différents métiers qui... En fait, ces navires-là, sont vraiment des grosses plateformes sur lesquelles on vit 24 heures sur 24 pendant 1 mois, 2 mois. Donc il faut faire marcher ce navire. Il y a des gens qui sont à la machine, il y a des gens qui sont en cuisine, il y a des gens qui sont dans les métiers de l'hôtellerie. Il y a des ingénieurs et des techniciens électroniques, mécaniques. Voilà, bien sûr, il y a les chercheurs aussi. Et voilà, tout ça, donc c'est un mélange de compétences qui a... Alors, moi, ce que j'aime bien quand on fait une campagne, c'est que tout le monde a le même objectif. C'est-à-dire que cette campagne réussisse, qu'on atteigne 100% des objectifs, et tout le monde est vraiment motivé pour ça et travaille tous les jours pour ça. En fait. Ouais. Le robot, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, Nathalie, vous me disiez que juste ce robot, il nécessite le déplacement de 9 personnes, je crois, en préparant ce webinaire, qui sont formées pour ça. Sur la campagne Géoflamme, donc il y avait 8 à 9 personnes qui étaient là pour s'occuper uniquement du ROV Victor, du robot. Parce qu'on fonctionne en quart, hein, vous savez, sur les bateaux, on travaille H24, donc on fonctionne en quart, donc il faut différentes équipes qui vont assurer les quarts pour cet instrument, pour cet engin, et puis il y a ces gens-là sont formés en mécanique, en électronique. Ce robot est un prototype, donc en gros, les gens sont formés vraiment pour travailler sur ce robot et pour réussir à récupérer les données. On a eu, bon, c'est normal, c'est un prototype, on a eu des pannes, etc. Et tout de suite, c'est réparé le plus rapidement possible pour avancer, etc. Voilà, donc c'est vraiment... Saïd Hachim, on a là affaire à des métiers qui sont des métiers de la mer finalement. Hein. On est sur un bateau, je suppose qu'on doit être formé aussi à ça. Mais il y a aussi des métiers sur terre qui vont s'ouvrir, qui se créent petit à petit. Quelles sont les opportunités que vous constatez? Tout à fait. Moi, je veux prendre un exemple. Dans cette aventure, Humbler a parlé justement de ces grandes institutions, l'IPGP, l'IGN, le BRGM, toutes ces grandes institutions qui sont réunies pour les volcans de Mayotte et qui ont trouvé un sens. C'est unique, il l'a précisé. Mais moi, je suis persuadé qu'on est au début d'une grande aventure. L'Europe s'est inscrite dans l'économie bleue. L'État français s'est inscrit justement dans cette voie-là de l'économie bleue. Mayotte a validé récemment, ça va passer en délibération très prochainement, sa stratégie économie bleue. Et donc, l'avenir est dans la mer. L'avenir est dedans. Et donc, aujourd'hui, je peux prendre cet exemple, cette aventure que nous assistons aujourd'hui à la télé, d'Elon Musk, de Jeff Bezos. Ce travail-là a commencé par des institutions étatiques, c'était la NASA. Et demain, ça sera des privés pour découvrir le volcan de Mayotte. Vous voulez dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on donne aujourd'hui de sensations dans l'espace, ou hier, voilà, on va le mettre aujourd'hui dans les fonds marins. C'est vrai que les fonds marins... On est en train de le faire parce qu'aujourd'hui, on va voir Victor 6000, c'est pour aller voir ce qui se passe dans les fonds marins. Le submersible qu'on a vu. Il n'y a personne qui est allé encore là-bas, il n'y a personne qui est descendu voir le volcan. Ouais. On parle bien de 3000 mètres sous le niveau de la mer. J'ai eu la chance, au début, j'ai eu la chance parce que j'étais tellement peut-être obnubilé par ce qui se passait là-bas, qu'un milliardaire qui était dans l'aventure d'aujourd'hui, Paul Allen qui est décédé, qui était dans l'aventure spatiale avec Jeff Bezos et tous les autres, il était passé à l'époque et je lui ai dit, mais voilà, j'ai eu l'aventure de correspondre avec lui, est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe là-bas? Ils ont essayé d'y aller, j'ai gardé le mail, ils ont essayé d'y aller, mais il dit, malheureusement, mon sous-marin ne peut pas aller jusqu'à 3000 mètres. Donc voilà, et ce milliardaire, avant de partir, je savais condamné, il voulait visiter,
voir quelque chose d'extraordinaire sur la planète, parce qu'on trouve quand même que notre planète est merveilleuse. Et la chose la plus extraordinaire, le territoire le plus extraordinaire qu'il ait pu visiter sur la planète, c'était Mayotte. Et enfin, le volcan de Mayotte. Le volcan de Mayotte. Donc, mais il ne l'a pas vu. Ouais. Et donc, ceux qui pourront le voir demain, c'est ceux qui nous écoutent demain, c'est peut-être des projets d'ingénierie qui vont travailler dans les robots de demain. C'est aussi des gens qui vont inventer des outils ou des opérateurs touristiques qui vont imaginer une façon d'aller explorer ce volcan-là. Il y a une chose qui nous distingue des autres territoires que La Réunion. Le volcan de La Réunion ressemble un peu au volcan d'à côté, le Karthala, ressemble à l'Etna. Mais le volcan de Mayotte est totalement différent des autres volcans connus. Et l'enjeu est là, l'avenir est là. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais il y a une stratégie déjà qui a été définie au niveau européen, au niveau national et au niveau du territoire, la stratégie de l'économie bleue qui fait qu'on doit aller à la découverte et aussi à la recherche de nos opportunités. Cette stratégie, elle est là et il faut qu'on invente tout ça pour aller à cette reconquête. Alors justement, on a quelques commentaires sur le chat. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. J'en prends connaissance. Je vais vous laisser la parole, Saïd. Quid de la mobilisation? Alors, il dit oui, il y a plein d'experts mobilisés sur ce projet, mais quid de la mobilisation des jeunes Mahorais? C'est vrai que l'île de Mayotte, hein, il faut le préciser, c'est une île qui est très jeune. Je crois que 50% de la population a moins de 18 ans. Quid de la mobilisation des jeunes Mahorais, de l'intérêt qu'il peut susciter? On donnera la parole dans un instant à monsieur le recteur de Mayotte qui va nous parler, nous présenter aussi ce qui est fait dans les écoles, les collèges et les lycées. Vous, Saïd Hachim, comment les jeunes peuvent être intéressés par ces opportunités sur Terre, j'ai envie de dire, sur l'île? C'est vrai que la vie va changer pour les Mahorais, on le sait, on l'imagine. Tout à fait. Et moi, je tiens vraiment à saluer ce webinaire. En fait, ça n'a jamais été fait. On a commencé par le séminaire qui a été fait à Mayotte. On commence à en faire. Mais là, ce webinaire, on va toucher beaucoup plus de gens. Et délibérément, on a choisi, en fait, d'utiliser un langage accessible. Mm-hmm. Et nous, de notre côté, nous les scientifiques, je pense qu'on a raté quelque chose parce qu'il l'a dit Hummler, en fait, on apprend en marchant, à un moment, on ne se faisait pas comprendre, on faisait même peur. Et donc, en parlant aux gens simplement, et on peut toucher les gens, on peut les émerveiller et on peut toucher ces jeunes-là. Ouais. Je pense qu'il y a de ce côté-là, il y a une voie à explorer qui n'a pas été suffisamment explorée. Ouais. Et ça commence déjà par ce que nous faisons là aujourd'hui. Et puis le reste, je laisse à ceux qui sont en charge justement de cette politique de jeunesse de pouvoir... Mais c'est quoi? Ça veut dire on va pouvoir créer des entreprises, créer des startups, il faut chercher, il faut innover, je le disais un peu en introduction de ce webinaire. Dans le cahier bleu des le Outre-mer... volcan menace quand même, et cette menace oblige à innover. Le cahier bleu des Outre-mer qui est issu en fait des débats qui ont eu lieu sur toute la France, les États généraux, je ne sais pas si c'est ça, voilà. Donc il y a eu un cahier bleu qui est sorti après. Regardez ce cahier bleu, et le troisième axe de ce cahier bleu dit que les territoires d'outre-mer doivent être des territoires d'innovation. Allons vers ces territoires d'innovation. Regardez, je reviens toujours sur ces exemples. Le LIDAR, en fait, c'est le LIDAR, c'est cette cartographie qui Mayotte a bénéficié dans un premier temps, le litre 3D. Aujourd'hui, est en train d'être étendu sur toute la France. Il y a 3 mois, l'Institut géographique national a lancé un projet de cartographier toute la France comme Mayotte a été cartographiée. Donc, on a été dans l'innovation. Il faut continuer à l'être. Il faut continuer à être dans l'innovation et c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut informer cette jeunesse en leur disant les possibilités et surtout, ce que je dis, les opportunités. Les opportunités sont quand même assez nombreuses. Tout à l'heure, on parlait de tous ces métiers. Je ne sais plus qui parlait de ces métiers autour de la nature. Nathalie Feuillet, justement, si on parle de biodiversité, on sait que Mayotte, c'est un hotspot de la biodiversité mondiale.
mondial avec des enjeux de préservation d'espèces, bien sûr. Je crois que Mayotte vise une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de son lagon, justement. Le Sénat organisait même un séminaire récemment sur ce sujet. Est-ce qu'on connaît, Nathalie Feuillet, l'impact sur la biodiversité dans les fonds marins, justement? Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous les chercheurs? Alors oui, bon, je peux parler du coup de notre expérience avec le ROV Victor, puisque donc on avait des images de coulées de lave. J'ai expliqué qu'on avait fait plonger une petite caméra, donc on avait des images qui étaient... Alors, on va regarder les images parce que justement, je crois qu'on les a. C'est la troisième série d'images vidéo. Je dis ça pour notre réalisateur. Voilà, là on voit la lave, Nathalie Feuillet. On voit les images de géoflammes, du ROV, justement. Donc alors du coup on a pu comparer un petit peu les images qu'on avait acquis avec notre petite caméra et les images du ROV. Et on a vu que les coulées de lave étaient déjà recouvertes d'une pellicule de matière biologique, un mélange de matière minérale et biologique. Et donc ça va très 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 vite. Il y a des tapis bactériens très très importants. Et d'ailleurs ça nous empêchait de voir le fond par moment, parce qu'il y avait tellement de particules et tellement de vie qui étaient sur cette lave, sur ces laves récentes, en fait, ça nous a un petit peu surpris. Et les biologistes, donc on avait des biologistes à bord et des géochimistes, ont fait beaucoup de prélèvements. Donc on aura bientôt des informations sur ces tapis bactériens. Il y en avait de toutes couleurs et c'était vraiment très très impressionnant. Et on ne s'attendait pas en fait à voir autant de vie. Alors bien sûr, c'est pas ça reste des bactéries, mais voilà, en général, ce genre d'événement crée de la vie finalement. Parce que ça met plein de matériaux, plein d'éléments chimiques dans l'eau qui favorisent la vie. Justement, sur ces métiers de l'observation du fond de mer, je vais me tourner vers Eric Hummler. Je crois qu'il y a un projet qui est lancé, qui est le projet Marmor. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet Marmor et est-ce qu'il peut être une opportunité, est-ce qu'il peut ouvrir des opportunités pour les Mahorais, justement, selon vous? Alors oui, vous faites bien de rappeler ce point, Marmor. Alors ça fait c'est un terme un peu étrange. Peu importe l'acronyme, ce qui est important, c'est que ça sera si vous voulez, un câble, une fibre en fait électro-optique. Alors ça fait des termes un peu bizarres, mais bon, c'est une fibre qui va être déployée sur le fond avec des capteurs. Et ces capteurs vont renvoyer régulièrement, là, pour le coup, en vrai temps réel, toutes les informations, beaucoup d'informations qui se passent au large de Mayotte, à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres au maximum, mais des informations qui intéressent la colonne d'eau. On parlait de l'eau, Nathalie faisait référence à la vie et comment la vie redémarre. La vie, elle redémarre à condition qu'on connaisse la température, le pH de l'eau de mer, toute une foule d'informations de ce type-là. Cette fibre, elle nous permettra également de quantifier les mouvements verticaux du fond océanique. Et ça, c'est important parce qu'une chambre magmatique qui gonfle, automatiquement, le fond sous-marin va s'élever en quelque sorte et cette fibre sera capable de nous donner ces informations directement. Alors pourquoi faire tout ça? Parce que derrière, c'est tout le sujet Mayotte. C'est la partie surveillance, bien évidemment, pour la population mahoraise et c'est la partie recherche. Et on a à chaque fois un pied en recherche, un pied en surveillance, un pied dans l'eau et un pied à terre. Ça fait beaucoup de pieds, ça en fait 4. Mais on arrive à organiser les choses pour pouvoir obtenir c'est de la vraie innovation, Marmor. Saïd parlait d'innovation tout à l'heure. On est en plein dans l'innovation, très haute technologie, des technologies qui n'existent pas ou très peu. On a l'équivalent au Japon, par exemple. Ça existe aussi aux États-Unis, ce type de fibre. Pour la France et donc pour Mayotte, évidemment, c'est le lieu où va se développer une techno qui n'existe pas ailleurs dans l'Hexagone. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique et dont les Mahorais pourront se saisir. J'imagine à un moment, ça va demander un peu de temps, il faut quelques années pour monter ça, c'est évident. Mais après, on peut imaginer autour de cette fibre des activités qui tourneront autour des sujets dont on a parlé depuis le début, de la surveillance, de la science, de la recherche, de l'observation
On a parlé du traitement des données. Voilà un bel exemple de traitement de données. Il y aura tout un tas d'informations qui vont sortir de ce câble, de cette fibre. Et là, on peut imaginer dans le futur des métiers qui tourneraient autour de ces technologies de pointe. Ouais. Saïd Hachim, est-ce que les Mahorais sur l'île, qui ne sont pas directement liés à la recherche, vont pouvoir profiter aussi de cet événement exceptionnel, inédit, rarissime que vit Mayotte? Bien évidemment, si tout de suite, on essaye de comprendre, de mesurer les enjeux, bien évidemment. On mesurer les enjeux. Oui, mais comment ils peuvent en profiter? Ils peuvent en profiter déjà en participant dans cette aventure scientifique. Et il y en a beaucoup qui sont dans des différentes universités, s'ils commencent à s'intéresser justement à ces questions qui se posent sur le volcan de Mayotte. Et en fait, c'est la question de la recherche de façon globale. C'est la recherche avec un grand R. Et là, quand on parle justement de ces dépôts, on se pose une question toute simple. Comment est-ce que la vie a débuté sur Terre ? Et ce volcan-là qui vient de naître, et cette vie biologique qui commence à apparaître, à fonctionner, pardon, pas apparaître, à fonctionner. Et c'est des grandes questions scientifiques qui ont leur terrain d'étude à Mayotte. Donc, cette jeunesse aujourd'hui qui est en biologie, qui est en physique, qui font de l'analyse de données. Moi, je fais aussi de cette analyse de données. On a une masse de données aujourd'hui à analyser. Il y a aujourd'hui des infrastructures de données à mettre en place à Mayotte. Et ça, dans les différentes sphères de la formation, sont là. Et ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Je pense que le recteur peut mieux répondre que moi. Mais aujourd'hui, on commence déjà à réfléchir à proposer des sujets qui vont intéresser à la jeunesse. Je participe l'année prochaine à Mayotte à la fête de la science. Donc on va proposer des projets qui vont peut-être retenir l'attention à cette jeunesse pour qu'elle aille elle s'intéresse et elle aille dans cette aventure extraordinaire. Comment les jeunes Mahorais dans les écoles, le collège, le lycée, monsieur le recteur, sont-ils informés de ce qui se passe d'abord en premier point, et puis comment finalement vous ajustez peut-être les programmes aussi, comment les agendas des enseignants sont ajustés à ce phénomène et aux débouchés qu'il génère? Oui, bonjour à tous. Bon, d'abord, évidemment, replacer dans le contexte, à Mayotte, le volcan, c'est le quotidien. On a dans l'imaginaire des jeunes, des fontaines de lave, mais tout ça, c'est dans l'imaginaire. À Mayotte, on vit sur un volcan, on vit sur un volcan. Et donc, le paysage de Mayotte, c'est un paysage de volcan. Oui. Et de menaces. Alors, déjà, justement, un paysage ancien, il faut le dire aussi. Alors, j'entends les menaces aujourd'hui, mais je regarde l'extrusion phonolytique du Mont Chungui, les cratères éventrés des phases de Moya sur la petite terre. On a déjà des signes d'une activité volcanique ancienne. Bien sûr. Donc ça aide aussi à l'appréhension du volcan. Et évidemment, vous le rappeliez aussi, les phénomènes plus récents qu'on voit aussi et qui sont encore visibles. Je pense notamment au dégagement terrestre gazeux autour on va dire, sur la petite Terre. Oui. Et puis, évidemment, les essaims de séisme qu'on a connus à partir de 2018. Tout ça, évidemment, il faut le canaliser. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps avec ce travail de dessin donc réalisé par des élèves qui permettait ce travail de dessin. Je ne sais pas si vous avez quelques illustrations qui permettaient. On ne pourra pas les voir, non. Qui permettait d'appréhender ce phénomène. Il y avait même un concours qu'on a lancé en lien avec la préfecture et le conseil départemental pour donner un nom à ce nouveau volcan dès qu'on a su qu'il y avait un nouveau volcan.
Et puis, Eric Hummler l'a bien dit, on va dire, du surprenant et de l'inexpliqué naît le besoin de comprendre. Et c'est aussi le travail qu'on fait ensuite avec, on va dire, les plus grands, hein, après le travail d'appréhension. C'est la place de la science, c'est cette activité scientifique qui doit nourrir aussi notre travail. Et j'insiste beaucoup là-dessus, ce qu'on fait à partir du collège et ce qu'on fait évidemment jusqu'au lycée. Donc, un point, évidemment, commencer par acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les manifestations du monde et ensuite, évidemment, les appliquer et trouver sur ce qui se passe sur l'île un champ d'études particulier. Donc, les paysages, les activités volcaniques et sismiques qu'on rencontre. Et je vais donner un exemple aussi, on va dire, de ce travail en lien. C'est la station sismologique qu'on a mise en place au collège, et qui est ancienne, hein, et qui a été mise en place au collège de Chicony, et qui donc permet à l'ensemble des élèves justement de participer, entre guillemets, à des expériences, à participer aussi à un suivi, puisque cette station, elle est intégrée au réseau de surveillance du nouveau volcan, et elle permet de vivre son activité à travers justement cette sismicité. Et on aura, alors je ne sais pas si nos collègues le confirmeront, mais bientôt la mise en ligne du système du signal sur un espace, donc Mayotte Océan Indien, et qui sera accessible à tous sur un site de l'université de Nice, pardon, et qui permettra une consultation pratiquement en direct de l'enregistrement. Alors, pour les scientifiques, évidemment, ça permettra un meilleur suivi, mais pour nos classes, évidemment, là aussi, une meilleure appropriation, une meilleure utilisation dans les enseignements, et là aussi, une initiation à la démarche scientifique. Et puis, parallèle, cette découverte, c'est l'occasion pour les enseignants d'accueillir des interventions de scientifiques. Ça a été le cas, je voudrais remercier évidemment les chercheurs qui sont prêtés au jeu en direct ou, on va dire, en visio, qui ont fait participer les classes justement à tous ces travaux de découverte. Oui. Donc, attirer des chercheurs sur place, c'est évidemment bénéfique pour tous les enseignants et notamment les professeurs de SVT. C'est ça, d'ailleurs. En particulier durant la semaine du volcan. Oui. Je crois, monsieur le recteur, que des enseignants ont embarqué à bord d'une mission récemment, sur 8 semaines, je crois, pour faire le lien un peu entre ces chercheurs et les élèves, c'est ça? Mais oui, tout à fait. Donc, je parlais de ces chercheurs qui, uniquement sur l'île, ont animé des échanges avec les classes, mais on a eu aussi la chance de pouvoir embarquer deux enseignants sur les navires océanographiques qui ont fait des expériences. Et ces enseignants ont animé un blog, donc à distance. Les élèves pouvaient poser des questions, les autres enseignants pouvaient aussi poser des questions. Ça a permis un échange en direct avec les scientifiques de la mission. Et là encore, comprendre ce qu'est la science, j'insiste beaucoup là-dessus, et comprendre comment cette science se construit, avec un exemple qui tourne, évidemment, l'exemple du volcan. Est-ce que vous pensez, monsieur le recteur, que ça peut créer des vocations? Est-ce qu'au-delà de l'information qui est transmise, peut-être pour rassurer aussi la population, est-ce que vous pensez que ça peut créer des vocations? Oui, alors ça a plusieurs effets bénéfiques. J'insiste quand même à nouveau sur le côté appréhension. Vous l'avez dit avant, hein, sur le côté, on va dire, appréhension des risques. Et Saïd Hachim le disait aussi, relativiser ces risques. Donc ça c'est très important pour une population qui vit pas loin d'un volcan, qui vit à proximité évidemment d'un système volcanique. Et puis créer des vocations, évidemment. Donc on a parlé tout à l'heure de tous les métiers, géologues, géophysiciens, sismologues, mais aussi de tous les métiers qu'on peut rencontrer à bord d'un navire océanographique, commandant de bord, officier mécanicien, mécanicien hydraulicien, maître d'équipage, puis matelot,
cuisinier, maître d'hôtel, enfin tous les métiers qu'on peut rencontrer à bord d'un de ces navires. Et évidemment aussi piloter un robot à distance, construire ce robot. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire que nous sommes très engagés, le rectorat et le conseil départemental, sur un projet de lycée de la mer. Et évidemment, à travers ce lycée de la mer, on développera l'ensemble des métiers en lien avec tout ce qui peut avoir trait on va dire à la vie sur un bateau, et en particulier aussi à la gestion de l'appréhension de ces phénomènes. Et puis au-delà, aussi, vous le disiez, au-delà des métiers, l'éveil chez les plus petits. Et j'insiste, et Saïd Hachim est présent, qui, lui et d'autres personnalités impliquées sur l'étude du volcan, se prêtent à l'exercice dans le cadre de la fête de la science, mais même au-delà, d'aller à la rencontre des élèves et de faire quelques animations dans les écoles, y compris dans les écoles maternelles. Et c'est aussi ça qui va évidemment conduire nos élèves vers les métiers autour du volcan. Au-delà, on va dire, le périmètre du volcan, aussi d'éveiller nos élèves à la science en elle-même, à ce que ça peut apporter, la démarche scientifique et la bonne appréhension de ces phénomènes. Oui. Je pense qu'on va évoquer peut-être un dernier point, mais qui aussi nous tient beaucoup à cœur, c'est la place des femmes. Très important sur un territoire comme Mayotte, de rappeler que le métier de scientifique et ces métiers ne sont pas des métiers réservés aux hommes. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir justement dans nos missions de nombreuses chercheuses, on va dire, reconnues, 3 chefs de mission qui étaient des femmes, Isabelle Thomas, Anne Lemoine, Sylvie Leroy, et même l'officier mécanicien qui était à la bord était une femme. C'est aussi important et de le marteler, et nous le martelons, que ces métiers-là ne sont pas des métiers réservés aux hommes, et que, évidemment, Nathalie Soyer en est l'exemple ici. Voilà, on a des filles qui réussissent, qui peuvent bien réussir, et c'est important pour nous de le marteler. Très certainement. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Vous prêchez deux convaincus, Nathalie Feuillet, je pense, et moi, sur ce sujet. Juste dernière chose avant de clore ce webinaire, monsieur le recteur. Tout à l'heure, Éric Hemler parlait du centre universitaire, le CUFR de Mayotte, et il parlait notamment de cette chaire qui pourrait être créée. Selon vous, quel est l'enjeu pour le centre universitaire? Est-ce qu'il y a matière là aujourd'hui, le principal laboratoire, il faut le dire, est à La Réunion. Est-ce que le centre universitaire, il y a un vrai enjeu pour lui aujourd'hui? Oui, alors il y a un enjeu d'autant plus que se développe au sein du centre universitaire un pôle d'excellence autour, on va dire, des métiers de l'environnement au sens large. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous interrogez Nathalie Feuillet sur la question de la biodiversité des écosystèmes. Le centre universitaire de Mayotte, qui est, on va dire, branché avec les meilleurs laboratoires nationaux, et notamment ceux de Montpellier, est un pôle d'excellence dans ce domaine, avec une appréhension globale qui va, on va dire, de l'étude des écosystèmes marins et terrestres jusque, on va dire, aux études géographiques, et donc avec aussi l'analyse des données. On a concentré ça et réduit ça autour de la géomatique. Là aussi, avec des laboratoires reconnus et développés sur La Réunion et sur d'autres territoires. Donc, on a aujourd'hui en développement sur le centre universitaire un pôle d'excellence sur ces thématiques. Et évidemment, le volcan et les phénomènes sismiques prennent toute leur place. Et ces études-là vont être renforcées, on le sait, par les équipes qui vont se succéder, voire s'implanter sur Mayotte pour l'étude du volcan. On a déjà, évidemment, un centre du BRGM. On a une présence qui va se renforcer du CNRS. Et donc, évidemment, des chercheurs qui vont s'intégrer dans
dans ces pôles d'excellence scientifique. Et justement, pour répondre à une question qui nous est posée sur le chat, question comment participer en faisant de la recherche pour les étudiants et pour toute personne intéressée par le phénomène, ben c'est ça déjà, orientez-vous vers les filières dont on parle aujourd'hui, les filières de biologistes, de géochimistes, de sismologues, vulcanologues, ces filières de la science, de la data aussi, vous le comprenez, et puis essayez déjà de commencer par faire des stages probablement et de proposer vos candidatures, c'est un peu ça. Je me tourne vers vous pour terminer, Saïd Hachim, avant la conclusion, très rapidement, parce que je vous vois prendre plein de notes. Pourquoi vous prenez des notes? Vous vouliez rajouter quelque chose ou c'est plutôt pour reconstruire la suite? Oui, en fait, oui. Je rebondis à ce que vous venez de dire, parce que on pose des questions ici. Ça va au-delà de la géophysique, ça va au-delà de la sismologie. C'est le défi en fait du Mayotte de demain. C'est quoi? C'est les métiers de la génie civile, c'est les métiers de l'urbanisme, c'est de la recherche, parce qu'on a aussi les conséquences justement de cet accident géologique. On l'a dit ici, l'île s'est enfoncée trop rapidement. Les infrastructures sont sous l'eau. Et Mayotte doit répondre assez rapidement aux défis des changements climatiques, mais aussi de cet accident-là. Est-ce qu'on s'adapte? Et comment on s'adapte? Est-ce qu'on fait une adaptation qu'on appelle une adaptation spontanée? Ça veut dire qu'on réagit comme ça. Ou on fait une adaptation transformatielle? Voilà, donc il y a une adaptation transformatielle où on transforme notre territoire vers l'avenir. Et je pense que c'est ce choix-là qu'on pourrait prendre ici à Mayotte. Et une dernière réponse que je voudrais quand même donner à cette personne qui nous a interrogé ici. En étant au département, il y a aussi des projets que le département soutient. Donc ça ne sera pas moi, parce qu'en fait, moi je suis sur la voie de départ au département. Donc ça sera ceux qui vont prendre la suite et ils ont déjà au système d'information géographique, et ils ont déjà leur carnet de route, et ils vont mettre en place un open data. En fait, c'est des données qui sont ouvertes justement vers ceux qui voudraient justement participer à cette aventure. Donc le département va offrir aussi ces plateformes de données pour tous ceux qui veulent aujourd'hui, parce que c'est de la donnée publique. On a mis de l'argent, donc il faut que ça profite justement à toutes les personnes. Donc le département, le territoire va aussi offrir la possibilité à ceux qui veulent participer à cette aventure justement de s'y inscrire. Très bien, merci beaucoup. On va conclure puisqu'on a dépassé un petit peu, mais c'était tellement intéressant. Un invité mystère, mystical guest, nous dit: un opérateur touristique vient d'acquérir un hélicoptère pour faire le tour de l'île. Ne peut-on pas envisager des sorties aériennes pour aller voir les eaux autour du volcan? Eh bien, ça aussi, ça fait partie peut-être des débouchés d'avenir. Non, vous n'avez pas le temps, Saïd, de commenter. Je voudrais donner la parole à Mohamed Zouber pour terminer. Ah, vous êtes encore avec nous, super, l'avion n'a pas décollé. Pour conclure ce premier webinaire d'une longue série, je l'espère, sur Mayotte, sur ses opportunités, sur ce territoire. Qu'est-ce que vous retenez de cette heure d'échange? Merci, Marilyn. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des intervenants. Nous avons eu des échanges de très, très, très haute qualité. Merci à M. le recteur, Gilles Albou, merci à Nathalie Feuillet, merci à Eric Himmler. Je tiens aussi à remercier mes collègues, Saïd Hachim et Abdul Karim Bamana et Darwesh, qui est autour de vous à Lyon, qui ont essayé de travailler pour donner cette première série de webinaires un lieu d'échange et d'information. Ce que je retiens, c'est nous avons essayé à travers ce jeune volcan, de faire le lien avec notre jeunesse mahoraise, c'est-à-dire pour dire que Mayotte est un territoire jeune. Qui dit jeunesse, comme le volcan, dit que nous sommes amenés à se développer, c'est-à-dire ce volcan, cette jeunesse, ce territoire se développer et à offrir de très, très nombreuses opportunités. Ça a été dit tout au long du webinaire. Ça permet également, à travers ce genre d'échanges et d'informations, de faire de Mayotte un territoire très attractif.
Donc, je conclurai tout simplement pour dire oui, Mayotte bouge. Oui, Mayotte est un territoire d'avenir. Et oui, Mayotte est une terre d'opportunités. Et je finirai aussi par dire le prochain rendez-vous, c'est dans 2 mois, j'espère, où on va encore parler de la jeunesse, parce que Mayotte, et vous l'avez dit au début, a 73% de sa population très jeune. Nous allons parler de la mobilité des jeunes, nous allons parler de ces jeunes qui quittent Mayotte pour se former. Et aussi, nous allons les inciter à rentrer à Mayotte pour pouvoir développer ce jeune territoire. Très, très bien. Merci beaucoup, Mohamed Zouber, pour ce mot de fin. Rendez-vous dans 2 mois, donc, hein, je l'espère. Si Benjamin, notre réalisateur, que je salue et que je remercie aujourd'hui, peut nous montrer la mosaïque de nos intervenants, je vais pouvoir saluer Nathalie Feuillet, qui a donc participé à ce webinaire. Je ne sais pas si on peut voir les différents intervenants. Éric Hummler également, merci beaucoup à vous. Gilles Albou, monsieur le recteur, merci d'être resté avec nous. Voilà, vous êtes tous là. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous depuis la métropole. J'espère que bientôt, hein, on sera, Mohamed Zouber, on sera sur l'île. Je l'espère. Merci également à Saïd Hachim qui est à côté de moi, ici présent en studio. À très bientôt tout le monde. Des opportunités, je vous le rappelle, hein, ce sera le mot de la fin de ce volcan qui, on le sait, reste incertain et occupe avec beaucoup d'attention nos chercheurs et notre surveillance, en tout cas française. Merci beaucoup.